Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Comprendre la nature profonde de ce régime, c'est ne pas oublier que son acte fondateur, celui qui lui donna naissance, fut le coup d'État de l'été 62, quand l'armée des frontières s'était engouffrée dans le pays, qu'elle en avait pris les principales villes l'une après l'autre, puis Alger, par la violence, n'hésitant pas à tuer les moudjahidines de l'intérieur qui tentèrent de l'empêcher de prendre le pouvoir. Ce furent donc, puisqu'il faut nommer les choses, les embusqués, les ralliés de la 25e heure qui happèrent les fruits de la victoire, privant tout un peuple de sa nouvelle naissance, en s'imposant à lui par la ruse et le meurtre. Plus que voler le pouvoir, ceux qui étaient devenus les maîtres du pays allaient le modeler à leur image. La terrifiante influence que ce régime naissant allait exercer sur la nation naissante fut une altération intégrale et brutale de ce qui est le plus essentiel à ce peuple qu'il a trompé, qu'il a pressuré, qu'il a saigné, dont il a extirpé les plus belles valeurs. Il l'a vidé du sens qu'il a impulsé, qu'il a mené sur les chemins de l'honneur et de la résistance. Il a ravalé tous ses apanages au caniveau de la compromission. Il l'a dépouillé de la révolution qui lui a donné naissance pour en faire un objet de cooptation sous son contrôle exclusif. Dès le premier jour, la violence, les enlèvements, la séquestration, la torture, le bannissement, le mensonge et la falsification qui ont permis aux membres du régime de faire main basse sur les biens et le pouvoir du peuple ont été autant de gourdins, de poignards, de lois sur mesure, de procédures, de moyens de propagande confiés au nouveau FLN, à la sécurité militaire, aux forces de sécurité, à la justice, aux intellectuels de service, à la presse, à l'administration et à tout un réseau de relais comme les organisations de masse, les syndicats et jusqu'aux imams pour contrôler la population, la surveiller, sévir contre les récalcitrants ou les museler et entretenir les masses de victimes dans un semblant de normalité par un savant dispositif de façade trompeuse. Comment en étions-nous arrivés là? Cela se passa en fait avant même l'indépendance du pays, en pleine guerre de libération. Dans l'avènement de cette abominable créature qu'allait être le régime algérien, deux hommes ont joué un rôle fondateur. Deux acteurs principaux de la terrible tragédie, l'un à la tête de l'État français et l'autre à la tête d'une entité armée qui prospérait aux frontières de l'Algérie. Ils passent chacun dans son pays pour de grands hommes. L'un et l'autre n'auront été que les ombres, en fait, de leur vanité démesurée. Mais ils allaient donner forme à l'oligarchie qui allait mettre le grappin sur l'Algérie nouvelle. On ne sait pas s'il y a eu des contacts entre eux ou s'ils se sont juste compris à distance. Mais il ne fait presque pas de doute que d'une manière ou d'une autre, ils ont négocié, marchandé et conclu un affreux compromis sur le dos du peuple algérien. La différence entre les deux est que le premier pensait qu'il servait l'avenir de son pays et le second celui de sa propre ambition. Ces deux hommes sont le général de Gaulle et le colonel Boumedienne. De Gaulle, empli de l'image que lui renvoyait son beau miroir, de cet homme providentiel qu'il croyait être, au point de se permettre de trahir tous ceux qui croyaient en lui, pour leur propre intérêt, pensait-il, et Boumedienne, éperdument mégalomaniaque, fasciné par un destin qu'il savait désormais à portée de main. Ils allaient tous les deux, de façon concertée ou non, on ne le sait pas, décider de l'avenir de la nation naissante et en faire ce qu'elle est jusqu'à ce jour. Nous savons aujourd'hui, par un de ses fidèles compagnons, ce que De Gaulle avait prévu pour l'Algérie. Voici ce qu'il lui a dit. Je le cite. « Il ne faut pas se payer de mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns.
Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir? Vous les avez regardés avec leur turban ou leur djellaba? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes. Les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions, et après-demain 40? Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole alors que le niveau de vie est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Fin de citation. Je vous ai cité ce passage de De Gaulle parce que il y a une question lancinante qui se pose aujourd'hui. Pourquoi De Gaulle, qui savait donc à l'écouter qu'il allait se débarrasser de l'Algérie, il ne voulait pas de l'Algérie française, il voulait d'une Algérie indépendante, on le voit à son texte. Pourquoi dans ce cas a-t-il sacrifié tant de vies humaines françaises et algériennes dans le lancement des opérations Chal, qui allaient neutraliser presque totalement l'ALN de l'intérieur et faire, par contre-coup, de l'armée des frontières l'acteur politico-militaire déterminant qui allait pouvoir voler l'indépendance au chef historique de la Révolution. Était-ce seulement parce que l'opinion publique française n'était pas encore prête, ou était-ce aussi pour permettre à cette armée des frontières de prendre le pouvoir, de lui préparer le terrain? Cette dernière éventualité est tentante lorsque nous savons que les services français de l'époque avaient réussi à infiltrer massivement l'armée des frontières par leurs nombreux agents algériens, des officiers de l'armée française qui avaient été incités à déserter et à se positionner à la tête de cette armée montante. Boumedienne avait-il saisi les intentions du général de Gaulle de se débarrasser de l'Algérie après avoir neutralisé l'armée de libération nationale de l'intérieur et donc la direction politique de la Révolution? Personne ne peut l'affirmer de façon certaine, ni le nier non plus. En tout cas, il envoya de Gaulle, Boumedienne envoyait à la France un signal très fort en confiant aux officiers qui avaient déserté l'armée française des postes clés au sein de tous ses états-majors. L'avenir qui lui servira le pays sur un plateau le confortera dans ses calculs. Ce fut donc une opportunité inespérée pour lui et il ne manqua pas de s'en saisir. Boumedienne se servit donc de son armée des frontières pour prendre le pouvoir avant même que l'indépendance ne fût proclamée. Il n'hésita pas à tuer un grand nombre de combattants de l'intérieur qui tentèrent de s'opposer à son avancée sur Alger. Se sachant inconnu du peuple algérien, il plaça à la tête du nouvel État le seul leader historique qui accepta de s'allier à lui, contrairement à Aït Ahmed et à Boudiaf. Mais il imposa la condition d'être le vice-président et surtout le ministre de la Défense. Il savait qu'il aurait besoin de l'armée pour prendre définitivement le pouvoir lorsque son heure sonnerait. Et c'est ce qui se produisit. L'heure qu'il attendait vint lorsqu'il prit le pouvoir par un coup d'État qu'il baptisa le sursaut révolutionnaire du 19 juin 1965 et qui devint une fête nationale, chômée et payée et abondamment célébrée. Boumedienne signifia un message très clair aux leaders de la Révolution qui n'étaient pas de son bord. Il leur laissait l'alternative, toute simple, entre une vie de luxe ou la mort. L'exécution du plus jeune colonel de la Révolution algérienne, le colonel Chabani, moins d'une année plus tôt, avait donné le tempo. Tous les révolutionnaires qui ne s'étaient pas soumis au nouveau maître s'étaient retrouvés dans une opposition coupée de son peuple à faire des communiqués stériles dans des capitales européennes. Ceux qui ne moururent pas dans l'exil furent froidement liquidés par des tueurs à gages
dans des pays où ils s'étaient réfugiés. De grands leaders furent ainsi assassinés, puis cloués au pilori de l'infamie comme traîtres à la nation. Par contre, les révolutionnaires, et tout particulièrement les leaders, dont d'authentiques héros qui firent allégeance au nouveau régime, allaient être grassement rétribués pour leur patriotisme et leur nationalisme, deux mots qui devinrent synonymes de boumedienisme. Le temps était donné. Il suffisait juste de se réclamer de la révolution et de ses objectifs affirmés, c'est-à-dire faire allégeance au nouveau maître, pour être admis au cénacle des bienheureux. Mais personne n'était exempté du choix qu'il devait faire partie de ceux qui avaient terrassé la révolution ou se faire tuer. Aujourd'hui, nous allons donc traiter de ce cas du 19 juin 65, parce qu'il n'en demeure pas moins que le personnage Boumedienne reste pour de nombreux Algériens un grand héros, une grande personnalité, un homme patriotique, alors que d'autres pensent que c'est lui qui a semé les graines de chardon de ce qui allait donner le régime actuel. Nous poserons la question à nos invités qui seront avec nous et nous ouvrirons le standard durant la deuxième partie de cette émission pour permettre aux gens de s'exprimer sur la question. Nous allons donc recevoir Houssine Malti, ex-PDG adjoint de Sonatrach, Jamil Ziri, documentaliste à Paris, et Brahim Younsi, que nous aurons avec nous en Skype durant toute l'émission. Houssine Malti, est-ce que vous êtes avec nous? Houssine Malti, nous l'avons perdu, malheureusement, nous essayons de le retrouver. Jamil Ziri. Jamil Ziri. Oui, je vous écoute, je vous entends. Très bien, Jamil Ziri, merci d'être avec nous. Alors, à votre avis, votre opinion personnelle, 19 juin 1965, coup d'État, sursaut révolutionnaire, redressement révolutionnaire? En fait, le 19 juin, c'est le troisième coup d'État. Le premier coup d'État, c'est bon. Le premier coup d'État, c'est le congrès de Tripoli qui s'est pas clôturé jusqu'à nos jours. Hein. Il n'y a pas d'acte de clôture de ce congrès. Le deuxième, c'est l'arrivée de l'armée des frontières à Alger en destituant le GPRA, qui a une légitimité reconnue, hein, même sur le plan international. Et puis le troisième, c'est un coup d'État au sens propre du terme. Ce que vous avez parlé tout à l'heure sur le plan de Charles, c'est une façon de préparer déjà l'armée des frontières et affaiblir l'armée de l'intérieur. Ça, c'est une logique, c'est mécanique de préparation de l'indépendance de l'Algérie. Mais il y a une autre logique, c'est les instruments qui ont été utilisés avec l'armée des frontières parce que n'oublions pas que l'armée des frontières a critiqué, voire même condamné les accords d'Évian. Il y a un communiqué qui existe, mais par contre, il faut se poser les questions qui sont lancinantes, c'est que les accords sécuritaires qui ont été ajoutés aux accords d'Évian concernant les armes bactériologiques, chimiques et nucléaires, notamment l'opération Bédonamous, avec qui ils ont été signés. Est-ce que c'est avec le GPRA ou est-ce que le GPRA qui a négocié les accords d'Évian ou avec l'armée des frontières? Des questions méritent d'être posées. Mais il y a une autre mécanique aussi, c'est quand l'armée des frontières elle a traversé les frontières, elle est rentrée, il y avait des commissions mixtes de l'armée française avec l'armée algérienne, mais il y avait un instrument très important qui a propulsé l'armée des frontières avec une puissance écrasante, c'est que l'armée française, à chaque fois que l'armée des frontières rentre dans les grandes villes, elle lui cède du matériel. C'est-à-dire que l'armée des frontières allait rentrer à Alger avec des chars, avec des mortiers et tout ça, et c'est pas transporté de Oujda ou de Rebzema jusqu'à Alger. Donc il y a vraiment un coup de main très très important. Et l'aspect l'armée des frontières. Jamil Zeri, vous êtes en train de nous dire quand l'armée des frontières déferlait sur l'Algérie, à chaque fois qu'elle arrivait dans une ville, l'armée française
lui remettait des équipements et Oui, de l'armement? Il y a des archives là-dessus, bien sûr, il y a des archives là-dessus. Ils leur cèdent des casernes, et des casernes avec du matériel. Et ça, c'est évident. Il y a des archives qui prouvent cela, avec la quantité, le type de matériel et tout. Hein. C'est pas... C'est Et dire. donc le deuxième volet politique, c'est que le groupe de Tlemcen, qui est bon, le corps important, c'est l'armée des frontières, ont propulsé Ben Bella. Mais Ben Bella, naïvement, il joua pour Boumedienne, puisqu'il a éliminé tous les chefs historiques. Boudiaf arrêté, Khédar condamné puis exécuté par la suite par Boumedienne, mais il a été condamné par Ben Bella. Crime aussi. Et donc, Chabani, hein, en n'oubliant pas, il a été exécuté. Et donc, Boumedienne, il a tapissé la route pour l'armée des frontières, pour leur chef, Boukharouba. Et donc, c'est pas comme ça. Et puis, il y a un personnage qui apparaît, qui est très important. C'est un colonel français qui négocie directement avec Boumedienne. C'était dans les accords, hein. Il s'appelle le colonel Bonnier. Et ce colonel, il n'a pas écrit ses mémoires, il voulait les écrire, mais malheureusement, il ne les a pas écrits. Mais sinon, c'est une mine d'or pour savoir quelles sont les mécaniques, comment l'armée des frontières est devenue le monstre qui broya l'Algérie et son peuple. Et on s'intéresse à ces mécaniques-là, qui sont très importantes, pour savoir que l'armée des frontières, elle a été propulsée et qui a joué un rôle. D'ailleurs, elle a respecté les accords, les clauses sécuritaires sur le nucléaire, bactériologique, chimique. On sait très bien jusqu'aux années 70. Et personne n'en a parlé. Et c'était un secret absolu. Et comme par hasard, on a cette partie-là à des gens, par exemple, à des gens qui étaient, par exemple, celui qui a été le premier à négocier avec l'armée française concernant le nucléaire, c'est un ancien DAF, déserteur de l'armée française. Après, c'était un autre, c'est Zerguini. Après un autre, c'est Nazar, qui est devenu chef d'état-major, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas dire que l'armée des frontières, elle a eu une puissance comme ça, elle est venue, donc c'est pas possible. Elle a été propulsée, matériellement, elle a été soutenue, aidée, et donc c'est à ce titre qu'elle a pris le pouvoir en écrasant. On a vu ce qui s'est passé dans l'été 62, hein, le Waliya 4 et la Waliya 3, qui ont essayé de résister, mais ils étaient broyés parce que le rapport de force était inégalé. Restez avec nous, Jamil Zeri, nous reviendrons vers vous dans un petit moment. Brahim Younsi qui est avec nous en Skype. Brahim Younsi. Brahim Younsi, est-ce que vous m'entendez? Brahim Younsi? Un petit souci, le temps de le régler. Jamil Zeri, je reviens vers vous en attendant que nous réglions le problème avec Skype. Le lancement de l'opération Faux Moujahidine. Moi, j'ai discuté un jour avec un ancien officier de l'ALN, un homme d'une très grande valeur, qui m'a dit que c'était délibéré, que après la prise du pouvoir par l'armée des frontières, les gens qui avaient pris le pouvoir se sentaient un peu isolés parce qu'ils étaient dans la masse des vrais moujahidines de l'époque et du peuple algérien qui avait vraiment fait la révolution, et ils n'étaient pas très à l'aise, et donc ils ont décidé de noyer les vrais moujahidines sous un flot, une masse, une mer de faux moujahidines, et donc ils ont lancé le fameux truc, ramener 2 témoins comme quoi vous avez fait la révolution et on vous donne l'attestation communale, puis 2 faux moujahidines témoignent pour un autre troisième faux moujahid, et on en est arrivé au chiffre effarant, nous dit-on, de 500 000 faux moujahid. À votre avis, ça a été vraiment délibéré? Ça a été dans la logique de cette prise de pouvoir? Oui, il faut bien comprendre aussi les mécanismes à ce titre-là. Avant, pour devenir moujahid, c'était l'armée, c'est-à-dire les anciens wilayas, et que les anciens combattants par wilaya, dans la wilaya, il y a la zone, il y a le manteqa, la zone, et puis il y a dans la zone, il y a des sous-zones, et ainsi de suite. Et les gens sont connus.
Après 65, c'est Boumediene lui-même, Bouharouba, qui a décidé que ce n'est plus l'ANP ou c'est les anciens moudjahidines qui s'occupent de ça. Mais ça se fait au niveau administratif, c'est-à-dire d'abord au niveau de l'administration, et puis par la suite on a créé l'ONEM, et l'ONEM qui atteste avec 2 témoins et ainsi de suite. Mais avant c'était des wilayas. Par exemple, si vous dites que vous êtes moudjahid, on vous dit vous avez combattu dans quelle wilaya. Donc vous dites par exemple la wilaya 4, quelle zone, quelle mantéqa. Et tu dis telle mantéqa. Et après ils vont faire une enquête auprès des gens qui sont de la même de la zone ou de la katiba ou de la compagnie et ainsi de suite. On trouve directement si que les personnes sont vraiment des moudjahidines ou pas. Mais quand on a transféré ça à une question administrative, ça veut dire qu'il suffit juste d'avoir 2 témoins qui témoignent pour vous et vous avez fait la guerre, et donc vous avez l'attestation du Moudjahid. Mais dans quel but, Jamil, dans quel but, carrément, dans quel but cela a été fait? Est-ce que c'était vraiment pour noyer les vrais moudjahidines dans une masse de faux moudjahidines? Bien sûr. Bien sûr, quand on voit, par exemple, c'est pas pour dénigrer ou pour être... Par exemple, on voit beaucoup de faux moudjahidines dans l'Ouest, alors que le cœur, je veux dire, le vrai, la révolution a été beaucoup plus... Le chaudron de la révolution était dans l'Est. C'est la Kabylie, moi, Jamil Zeri, je suis au regret de vous contredire. Je ne crois pas qu'il faut dire les choses de cette façon. Écoutez, regardez la liste des faux moudjahidines, vous allez voir que l'Ouest, il y a plein. Par exemple, la wilaya 4 n'a pas été... C'est la wilaya qui a été le plus structurée de ce côté-là. Et par exemple, il y a une lettre qui a été écrite par Al-Khatib, c'est Hassan, le dernier chef de la wilaya 4. Elle a été écrite à Belkhadim, qui était le secrétaire général du FLN à l'époque, et il lui révèle, il lui dit pour faire... Oui, mais dire les choses comme ça, c'est insulter toute une région, et c'est aussi insulter les Chouhada. Zabana, n'oublions pas le sacrifice, la condamnation à mort de Zabana, premier condamné à mort. Oui, il y a des villages bombardés. Je parle des faux moudjahidines. Oui, les faux moudjahidines, il y en a partout, moi je vous le confirme. Il y en a dans tout le pays. Et d'ailleurs, et ça c'est un général qui me l'avait raconté un jour que j'avais rencontré à Tébessa. Il m'avait dit, on avait même créé des émulations, on allait voir les Oranais, on leur disait « Ah, vous avez fait la révolution, regardez, les autres, ils ont plein de moudjahidines, vous n'avez pas. » Puis ils allaient à Jijel, ils disaient « Vous, Jouajla, vous avez fait la révolution, et les Oranais vous dépassent en nombre de moudjahides » pour inciter les gens à devenir des moudjahidines et à rentrer donc dans la logique de la mauvaise conscience généralisée. Mais restez avec nous, Jamil. Brahim Younsi. Je vous entends. Alan Bik, Brahim, merci d'être encore avec nous. Même question que celle que j'ai posée à Jamil Zeri. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que c'est un sursaut révolutionnaire? C'est un coup d'État, indéniablement. D'accord. C'est un coup d'État. Mais encore non, vous me posez la question, je réponds à cette question-là. C'est un coup d'État. C'est une junte militaire qui a renversé un président de la République qui a été, certains le contestent, mais élu par le peuple en 1963. Donc c'est un président de la République qui a été élu, qui était légitime, qui a été renversé par des colonels et qui ont constitué un conseil de la Révolution. Il était loin d'être un redressement révolutionnaire. Brahim Younsi, vous êtes au courant de cette péripétie de Bouteflika qui avait été envoyé à la prison d'Aulnay par Boumediene pour rencontrer les leaders et il avait d'abord essayé de proposer la présidence à Boudiaf. Ça, c'est le témoignage d'Aït Ahmed. Boudiaf a répondu, lui a dit « Vous n'avez pas honte, les gens sont en train de mourir et vous êtes déjà en train de penser à la prise du pouvoir. » Puis il a proposé à Ben Bella qui a accepté. Et vous dites qu'il était le président légitime. Mais est-ce qu'il n'a pas été élu à ce moment-là, au moment où Boumediene l'avait désigné?
c'est vrai, c'est vrai. Oui, C'est vrai qu'il y a eu ce que vous dites, que Hossein Ahmed a révélé, Ben Bella l'a reconnu. oui, Ben Bella n'a jamais nié que Bouteflika était venu le voir oui, et qu'il lui avait proposé de faire une alliance et que cette alliance a été faite. Cela est tout à fait vrai et historique. oui, Ceci étant dit, je crois que tout le monde, à l'exception d'ailleurs de Hossein Ahmed, il faut le reconnaître, aussi bien Mohamed Boudiaf que Ben Bella, que Karim, que Dieu ait son âme. oui, Je crois que tout le monde courait derrière le pouvoir et la crise de l'été 62 l'avait largement montré. Et d'autre part, avant la crise de l'été qui a commencé à Tripoli, tout le monde courait derrière le pouvoir. Mais c'était une question effectivement d'alliance. Qui allait avoir les alliances les plus fortes pour pouvoir remporter la partie. Et c'est ce qui s'est passé. Néanmoins, Ben Bella a essayé, après avoir gagné sur le terrain, si j'ose dire, constituer un bureau politique qui devait être fédérateur. Bien entendu, ni Boudiaf ni Hossein Ahmed n'avaient accepté de siéger. oui. Mais Brahim Younsi, est-ce que vous pensez que le régime actuel est un découlement logique du régime qui a pris le pouvoir bien avant l'indépendance? Est-ce que Non, je pense que oui, bien avant l'indépendance, au niveau de l'état-major général, évidemment. L'état-major général s'y préparait. D'ailleurs, l'ancien chef d'état-major nommé par Boumediene, Seta Hasbiri l'a reconnu, que Boumediene n'arrêtait pas de lui dire que c'était le pouvoir qui l'intéressait, qu'il fallait absolument prendre le pouvoir, que le commandement, que l'état-major devait prendre à un moment ou à un autre le pouvoir. C'est clair que le pouvoir était pris, que l'état-major général se préparait à prendre le pouvoir et qu'il lui fallait une affiche politique, celle de Boudiaf ou celle de Hossein Ahmed ou celle de Ben Bella. Bon, Ben Bella a marché parce qu'il était aussi, lui, il courait derrière le pouvoir. Personne ne le nie. Que pensez-vous aujourd'hui? Si vous permettez, Oui, juste une précision, mais le pouvoir et le système dont nous souffrons aujourd'hui, que nous voulons changer, c'est celui qui a commencé le 19 juin 1965. Voilà, ça c'est une réalité. Pourquoi? Parce que premièrement, et pourquoi le coup d'État d'abord? Premièrement, Ben Bella avait commencé à ouvrir le champ politique, avait négocié avec le FFS. oui, Le 16 juin 1965, des accords ont été conclus et signés, et le FFS était reconnu comme un parti politique d'opposition. Ensuite, le Parti communiste, idem. Ensuite, l'Algérie républicain d'ailleurs était revenu sur le marché, si j'ose dire. C'est-à-dire, Ben Bella ouvrait et il négociait avec Mohamed Khidr, qui s'apprêtait à rentrer, mais le coup d'État est passé avant, etc. Et Ben Bella négociait avec tous ceux qui s'opposaient, qui étaient des opposants, que ce soit ceux qui étaient restés à l'intérieur ou ceux qui étaient à l'extérieur. restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens vers vous dans un petit instant. Jamil Zili, avant de nous quitter, parce que nous devons clore la première partie de l'émission, et que nous devons libérer le standard pour l'ouvrir aux téléspectateurs. Jamil, beaucoup de nos compatriotes, très nombreux d'ailleurs, continuent de penser que Boumediene est un grand homme, qu'il n'a voulu que le bien de l'Algérie, qu'il n'a jamais été corrompu, qu'il n'engageait pas la corruption. Quel est votre avis sur cette question? Moi, je dirais que il n'y a pas de secret que le temps le révèle. Prenez des grands dictateurs, par exemple Staline, on l'appelait le père des peuples. Donc Boumediene, il a institué une méthode de gouvernance qui repose centralement sur l'armée. Et même à son époque, et même jusqu'à maintenant, dans les académies militaires algériennes, on forme les officiers
en leur disant que votre mission est d'édifier, finir le travail de l'édification de l'État. Or, l'armée, elle n'est pas là pour édifier un État, elle est là pour défendre un territoire, défendre la Constitution, défendre les citoyens. Fort malheureusement, cette mentalité existe. Jusqu'à maintenant, on dit que bon, l'armée est la seule force qui existe dans le pays. L'armée. Or, l'armée, elle peut jouer un autre rôle. Moi, je l'espère fort bien. C'est que bon, qu'elle change de mentalité, qu'elle quitte la sphère du pouvoir. Et Boumedienne, c'est lui qui a mis en place cette structure qui s'est initiée à Oujda. Et donc, c'est très difficile de dire que c'était un très grand homme et tout ça. Parce que bon, à l'époque, il y avait un parti unique, il y avait la propagande, il y avait tout. Et maintenant, avec Internet, vous avez différentes sources. Le peuple algérien finira un jour ou l'autre par découvrir que bon, Boumedienne n'était pas aussi homme d'État que nous l'a présenté par la propagande de l'époque. Il y avait un parti unique, il y avait l'armée, il y a rien. Voilà. Mais Jamil Djeri, vous parliez tout à l'heure vous disiez que le 19 juin, en fait, c'était le 3e coup d'État. Après l'annulation du congrès de Tripoli, après le coup d'État de l'été 62. Vous ne pensez pas qu'après aussi, il y a eu des coups d'État, que ça a toujours été des coups d'État? Par exemple, le démissionnement, si je peux dire, de Chadli Ben Jdid, l'interruption du processus électoral de 91, l'imposition de Bouteflika Abdelaziz un 4e mandat alors qu'il est complètement débranché. Est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, ça a toujours été, ça Bien reste sûr, la politique du coup d'État? D'évoquer que oui, c'est un continuum, c'est une tradition dans l'armée qu'elle n'accepte pas un pouvoir qui lui échappe. Mehri, un jour ici à Paris, Allah yarhamou, il nous a dit à partir de 92, l'armée n'acceptera jamais un parti qui n'est pas régi par elle-même. Bien sûr, le 92, c'est un coup d'État. Chadli, il était là. Il était légitime, il était prêt à cohabiter. Il y avait le FFS, il y avait le fils, on aurait laissé les choses. Peut-être le fils, il serait dégringolé parce qu'il a perdu 1 million d'électeurs à l'époque. Donc, bien sûr, c'est un coup d'État. Et c'est une logique. Chez 99, bien sûr, on a fait un décorum de jeu démocratique, mais le joker de l'armée était là. Et il est là jusqu'à maintenant. Jamil Djeri, merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Nous allons observer un court intermède, après quoi nous ouvrirons le standard à quelques appels seulement aujourd'hui. Nos téléspectateurs pourront poser des questions à Brahim Younsi qui restera avec nous, exprimer leur opinion sur la question. À tout de suite. Le numéro de téléphone va être affiché au bas de votre écran dans un petit moment. Brahim Younsi, ce régime dont vous dites, vous reconnaissez vous-même que c'est vraisemblablement le même que celui qui a pris le pouvoir avant 62, il s'est toujours servi de la corruption, avec ou sans moyens d'ailleurs. Quand il n'avait pas les moyens, il corrompait, par exemple en faisant des gens des faux moudjahidines. Il y avait toujours moyen de corrompre de façon massive. Et maintenant, avec beaucoup d'argent, il a corrompu de très larges couches de la population pour pouvoir vaquer à ses propres turpitudes. Comment sortir de ce cercle vicieux? Je n'ai pas entendu la question. Comment sortir de ce cercle vicieux de la corruption? On ne peut accéder au pouvoir qu'en passant par les circuits de la corruption. On ne peut rester au pouvoir qu'en restant dans les circuits de la corruption. Et on ne peut faire d'opposition que si on rentre dans le canevas.
hélas, raison pour laquelle il faut rester en marge du système et être proche de la société et du peuple. Je crois que nous l'avons dit sur votre antenne à maintes reprises, tant que l'armée qui détient depuis, de façon directe, 1965, le pouvoir, c'est elle qui a fondé et construit ce système, tant que l'armée n'aura pas évacué le champ politique, nous n'en sortirons pas. Ça veut dire que c'est la rue, comme en 1988, c'est la rue qui va balayer ce système-là. C'est une évidence. À partir du moment où le pouvoir se refuse, le système se refuse à toute concession, à toute ouverture, la plus minime qui soit. Donc, réponse directe à votre question, pour moi, c'est la rue qui va décider de l'épuration. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous allons prendre deux appels. Mohamed de Tizi Ouzou. Mohamed de Tizi Ouzou. Allô? Mohamed Tizi Ouzou, je vous en prie, vous êtes en direct. Vous m'entendez, M. Benjenou? On vous entend très bien, c'est Mohamed. Tfadal. Bonsoir. Bonsoir. À mon avis, en 1958. Oui. En 1958, lorsque le pouvoir français savait qu'il quittera l'Algérie. Depuis ce temps-là, qu'ils ont infiltré ce qu'on appelle à la fin le groupe de Oujda. Ils ont infiltré le groupe de Oujda en 1962. Ils ont fait le coup d'État au GPRA. Par la suite, en 1963, il y a eu un soulèvement en Kabylie. En 1963, la création de l'opposition. En 1965, il y a eu un coup d'État contre Ben Bella. Alors, quel pays qui a reconnu le coup d'État? C'était bien la France. Donc, l'Adoumé ou l'Isdiq, comme vous l'avez dit. Merci. C'est-à-dire, je ne vais pas... Merci, c'est Mohamed. Nous allons prendre Jamal de Londres. Allô? Allô, Jamal, je vous en prie. Ahlan bik. السلام عليكم رمضان مبارك سي بن شنوف. عليكم السلام, Ramadan Karim. الله يسلمك يا اخي. والله انا j'ai trois petits points pas à proposer, plutôt à soumettre. Le premier point, c'est que nous sommes le seul pays au monde qui donne un nom à une université et à un aéroport, un nom d'assassin. Boumedine, que j'appelle toujours Bokharouba parce que c'est des Boumedine, c'est des Louari, c'est des saints. Et lui n'a rien d'un saint. Le deuxième point, c'est la torture. En 1969 ou 70, si je me souviens bien, une interview de Bokharouba dans le Nouvel Obs a une réponse à la question d'un journaliste qui lui a dit que la torture est partout en Algérie. Vous savez sa réponse, quelle était sa réponse? Donnez-moi un autre moyen d'avoir des informations. Ça Ouais. donne bien une idée claire de ce que pense ce bonhomme. Et puis le troisième point, ce sont ces gens qui parlent d'un grand homme. La grandeur ne se construit que dans l'adversité. Cet homme n'a pas eu d'adversaire. Il a eu des gens honnêtes en face de lui, des politiciens, des gens qui ont combattu de toute leur âme et de toute leur force pour l'indépendance de l'Algérie et du peuple algérien. Et lui, par sa lâcheté, et tous ceux qui étaient avec eux, et ceux qui continuent de le défendre, et je dis très bien qu'en 62, c'est la lâcheté qui a prévalu pour qu'aujourd'hui, un petit criminel qu'il a lui-même enfanté vienne s'imposer à nous et faire de l'Algérie le pays le plus corrompu. Merci, c'est Mohamed. J'aimerais néanmoins qu'on évite de verser dans l'invective, surtout de gens qui sont décédés. On n'a pas besoin d'insulter les gens, on dit notre avis. Je ne prétends pas vous faire la morale, mais on dit notre avis sans verser dans l'insulte. Merci beaucoup. Mohamed d'Alger. Nous avons perdu Mohamed d'Alger. Mohamed Maaskar. الو نعم اهلا بك سي محمد تفضل. الو مساء الخير. مساء الخير.
Je voulais bien répondre à M. Jamal. Oui, vous êtes en direct, c'est Mohamed, je vous en prie. Ça. Alors, j'ai eu l'occasion de classer l'officier des traîtres en 75 à Paris. Oui. Et alors, et par curiosité, j'étais en train de faire la comparaison entre, par exemple, la wilaya à l'époque, on dépendait de la wilaya de Bostaganam. Hein, j'ai fait la comparaison de faire une quantité de fiches, de traites, de harka et de biya'in. Et alors, je suis allé à l'est et au centre. Et en même temps, j'ai eu l'occasion de visiter le ministère des anciens Moudjahidines. Alors, j'ai trouvé le Moudjahidine, le fichier t'as les gens de l'Est et de l'Est. Il y en a énorme. Par contre, l'Ouest, si tu peux, il y a les Moudjahidines peu, traître peu. هذا السيد هذا سي جمال il ignore l'histoire. Si on cite, malheureusement, أنا ما ندخلش في التخلاط هذا, si on cite les hauts responsables, les premiers responsables de la révolution, ils étaient de l'Ouest. De toutes les façons, c'est Mohamed, les Algériens le savent très bien. Tous les Algériens ont fait la révolution d'une façon ou d'une autre. Il y a des régions où il y avait le plus de moudjahidines, en même temps le plus de harka. Ça ne veut rien dire. Les régions ne veulent rien dire. Nous sommes tous des Algériens. Il ne faut pas que nous tombions dans ces travers de nous affronter par régions interposées. C'est une erreur à ne pas commettre et nous ne devrions pas en rester encore là. شكون معنا؟ محمد من الجزائر. Aujourd'hui on n'a que des Mohamed, الله يبارك. محمد من الجزائر. الله يبارك. اهلا بك تفضل. الله يسلمك. شوف انا عندي اسئله اللي قبيله تكلمت على الرئيس بن بله الله يرحمه. وي. انا في عمري كانت عمري 19 سنه في العاصمه 19 سنه ونشفى مليح بن بله الو. وي وي. بن بله الله يرحمه اني شافي كان دار لا ميليس تاعو elle persécutait et les commerçants et l'élite qui appartient à certains partis. دار المضره بن بله وتمشى في الخط il n'a pas réagi. حتى بومدين ثاني الله يرحمه حاجه واحده il nous a évité beaucoup de coups d'état. كي كان حي بومدين حاجه سي لا جيستيون. Oui, je vous écoute. Madame Bik, vous abrégez parce qu'il y a beaucoup d'appels. الرئيس الله يرحمه شوف سمو اون لي روبروش لا جيستيون دو بي كي درنا الثوره الزراعيه هذه كانت النقطه السوداء تاع الراحل بومدين الله يرحمه كي درنا الثوره الزراعيه الاراضي تاع البريدين حالهم ونتاع الدول اللي الاراضي تاع الكولون مهمله وجيت يدير الاراضي تاع الجزائريين اللي رزقهم. هذيك النقطه السوداء اللي اليوم رانا نخلصوا فيها. شوف واش نقول لك المسؤولين تاعنا تاع السياسيين لا كلاس بوليتيك يا خويا عندهم الدين. بارك الله فيك سي Mohamed. On prend un dernier appel puis nous revenons à Brahim Younsi que j'ai vu hocher de la tête quand il a entendu parler de milice de Ben Bella. Prends un dernier appel. Mouhyiddin d'Alger. ايوا حمادك. نعم. صحيت. تفضل سي Mouhyiddin. صحيت. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un d'autre, je pense, non? Non, on m'a dit Mouhyiddin d'Alger. Non? non. صح. معليش بقى على خير بارك الله فيك. صحة فطورك وبليزير إن شاء الله. Brahim Younsi, nous allons donc finir avec vous. Vous hochiez la tête, c'était l'inverse. Vous faisiez non de la tête quand Mohamed d'Alger parlait de milice de Ben Bella qui était là. Non, j'opinais du chef, comme on dit, quand il a dit qu'il a fait beaucoup de mal. En 2 ans et demi, c'est quand même
je n'absous pas Ben Bella de ce qu'il a pu faire. Évidemment, il y a eu des choses. Il y a eu la torture aussi que je dénonce. Évidemment, bon, bien sûr, Ben Bella n'était pas un saint. Mais 2 ans et demi sur un demi-siècle ou plus d'un demi-siècle, c'est très très peu. Dans une situation extrêmement difficile. Je crois que le téléspectateur qui a appelé oublie la situation dans laquelle l'Algérie se trouvait en 1962. Tout était à faire. Vous parlez des Front Moudjahidine, il y avait quand même des réfugiés qui rentraient, il y en avait 400 à 500 000 réfugiés. La situation était chaotique dans ces années-là. Même quelqu'un qui parle de l'agriculture, même les labours n'avaient pas pu être faits à cause du matériel qu'il n'y avait pas, qui manquait. Et il fallait, importer, acheter des tracteurs à la Yougoslavie, 400 ou 500 tracteurs pour faire les labours, la rentrée scolaire ou les rentrées scolaires qu'il fallait faire. Brahim Younsi, je vais vous interrompre. Brahim Younsi, je vous interromps. On me dit qu'il y a beaucoup d'appels, donc on va passer encore 2 appels. Alors, Nabil de Jijel. Nabil de Jijel. Ramadan Karim, bonjour Jamal, Ramadan Karim. Ramadan Karim. Jilali de Londres. Jilali ou la Nabil? On a perdu. Allô, je connais Maya. Jilali من لندن. Jilali de Londres. Je vous en prie, تفضل si vous avez une question à poser. السلام عليكم ورمضان مبارك لكل الجزائريين وكل العرب المسلمين. اولا كلمه الثوره لان بابا كان مجاهد، كان قائد ناحيه في الولايه الرابعه. وي. يعني عندي شويه معلومات. تفضل. ولكن عندي واحد c'est une pensée personnelle. Oui. Je pense que la révolution au début a été organisée par la France. Et elle a perdu le contrôle après par الإخلاص تاع المجاهدين اللي كانوا فيها. ومن بعد يعني quand vous dites la révolution a été organisée par la France, vous ne pensez pas que c'est trop énorme pour passer? Oui, c'est trop énorme, mais malheureusement, je ne suis pas le seul à le penser. La révolution a été organisée par la France. Ça veut dire le 1er novembre 1954. Et il me semble, mais il y avait beaucoup d'Moukhlissin اللي ولكن هربت لها الولاية échappé au contrôle. Ce n'est pas ce que disent les historiens les plus sérieux. Les historiens les plus sérieux n'ont pas osé une telle thèse. Mais enfin, c'est bon, je ne vais pas vous traiter de complotiste. وصلنا لها الآن يعني تشوف الحالة اللي رانا فيها. توصلنا لهذا les pensées هذو qui sont peut-être. Malheureusement, moi personnellement, je ne peux pas digérer une telle affirmation. Surtout, ce serait faire une insulte à ceux qui ont déclenché le 1er novembre 1954. En tout cas, merci beaucoup, Sahaf Tork. Au plaisir de vous revoir. Brahim Younsi, un dernier mot. Oui, je voulais tout simplement dire, quand on parle de coup d'État à Tripoli, de coup d'État en 62, de coup d'État contre qui? Je ne crois pas. Je crois que le premier coup d'État qui a eu lieu, c'est celui de 1965. Et il ne faut pas non plus... Il y a eu des divergences à Tripoli. Le GPRA était devenu une coquille vide. Tout le monde démissionnait. Ben Bella, Khidr, Fetinaït Ahmed, Boudiak, tout le monde avait démissionné du GPRA, avec tout le respect que je dois personnellement au président Ben Khedda. Le GPRA n'existait plus. En avril-mai 62, le GPRA était une coquille vide, était mort. Ensuite, le GPRA émanait du CNRA. C'est le CNRA qui nommait le gouvernement. C'était le CNRA qui était considéré comme un parlement, qui nommait le gouvernement. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais là, est un sujet très... je peux le concevoir. Je peux le concevoir. Ouais. Je crois que c'est aussi une lecture de l'histoire et de ce qui s'est passé, sans prendre parti ni pour les uns ni pour les autres. Il s'est passé ce qui s'est passé. En 62, quel coup d'État qui a été fait à qui? Les dirigeants, les leaders algériens ont donné un spectacle pitoyable. Cela est évident, et pratiquement tous.
parce qu'ils se sont entretués entre eux, parce que les wilayas se sont affrontés, etc. Il y a eu un problème des leaders et tout le monde le reconnaissait. Alors que tout le monde était d'accord sur le programme qu'il fallait faire, et y compris sur le parti unique. Y compris sur le parti unique. Le parti unique, ce n'est pas Mbella qui l'a installé, c'est tous les congressistes de Tripoli, ou quasiment tous, qui avaient opté pour le parti unique et pour une forme de transformation sociale socialiste. Tous étaient socialistes. Boudiaf a créé le parti de la révolution socialiste parce qu'il se voulait plus socialiste que Mbella. Hosni Ahmed avait créé un front des forces socialistes parce qu'il se voulait plus socialiste que Boudiaf et que Mbella, etc. Je crois que ce sont des leaders. Tout l'ensemble des leaders, chacun voulait avoir le pouvoir, prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et là, ce n'est pas la voie pacifique, ce n'est pas les élections qui ont prévalu. Merci. Il faut le regretter. Merci Brahim Younsi, merci, en espérant vous revoir bientôt pour discuter de ce dernier sujet que vous avez évoqué, qu'il n'y a pas eu de véritable coup d'État contre le GPRA, puisque selon vous, le GPRA n'existait plus, ce qui va déclencher, je suppose, une vaste réaction des historiens qui s'occupent de ce genre de sujet. Merci beaucoup en tout cas, en espérant vous revoir bientôt. En tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge, pour ainsi dire. Sinon, Sahaf Torkom, salam alaikum.